jamais vu ça. Ça, c'est du jamais vu. Le prix s'oublie, la qualité reste. Bonjour et bienvenue dans Du Jamais Vu, l'émission mensuelle de qualité où nous parlerons de ces œuvres culturelles incontournables, films, séries, musique, jeux vidéo ou encore littérature. Après le pilote, nous avons pris le temps de lire vos nombreux retours, les compliments comme les critiques constructives et on vous en remercie. Et avant de commencer, je vais vous rappeler le concept de l'émission. Les chroniqueurs nous feront l'honneur de présenter un grand classique. Le twist, c'est qu'ils ne l'ont jamais vu, mais ils font comme si c'était le cas. Je suis Sam, votre animatrice, et autour de moi, nous avons un trio de chroniqueurs différent de celui de la précédente émission. Ça arrivera souvent. Et à ma droite, nous avons Ken. Ken, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Ken et je ne regarde pas grand-chose dans mon temps libre, ce qui fait que je vais pouvoir participer à de nombreuses fois à cette émission. Ouais, c'est très bien. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu vas te décrire un peu ta profession, ton rôle ? Je suis animateur actuellement chez jeuxvideo.com. Mon rôle est d'amuser les gens tout en les gardant informés. Voilà, et très récemment, tu as rejoint Qualité aussi. Tout à fait, j'ai un petit podcast qui s'appelle Commute que je vous invite à aller écouter où on parle de mobilité sans complexe. Oui, et du coup, à droite de Ken, Bonjour. nous avons Samora. Salut. Ça va bien ? Très bien, très bien. Je suis content d'être là avec toute la team pour ce petit podcast très sympathique. Et d'où viens-tu du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais... Alors d'où je viens ? Je viens de la planète qu'est la Terre. Oui. Et Citoyen du monde. citoyen du monde, exactement. Je voudrais faire le signe. Et je fais un podcast qui s'appelle le Moicast, où on parle des Antilles, de la Caraïbe, de culture et d'entrepreneuriat. Et je rejoins Qualité cette année avec beaucoup de plaisir. Voilà, tu étais dans le pif et tu avais fini par nous rejoindre finalement dans la petite planète de Qualité. C'est ça, exactement. Et ensuite, à ma gauche, nous avons l'âme. Bonjour, alors je suis pas d'accord, moi j'ai complètement vu les œuvres dont je vais parler ce soir, bien sûr. C'est de l'expertise. Hein. Bien sûr. Ah, ça, c'est le bon élève qui parle. À 100%, je connais parfaitement Un l'œuvre. télo. Sans plus attendre, on va commencer par Samora, qui va Oui. vous présenter un film connu, Star Wars. Évidemment. Du jamais vu. J'ai décidé de m'attaquer à un mastodonte du box-office et une œuvre vraiment culte, hein, on peut le dire. J'ai nommé donc Star Wars. Ah, tout le monde reconnaît cette musique. Magique. Bien Formidable. sûr. Que d'émotions. Que d'émotions, que de moments passés devant l'écran, devant cette saga, cette fresque de science-fiction. Une œuvre que le très sérieux et très respecté magazine Valeurs Actuelles classe parmi les 50 œuvres de fiction qui ont marqué l'histoire, juste après la Bible et le destin de Lisa. Du coup. Alors, puisque nous sommes là pour ouvrir à la culture ce qui serait passé à côté de cette œuvre majeure, je peux vous faire un petit pitch, ça vous dit ? Ah, vas-y. Allez. Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, eh ben c'est le bordel. La guerre civile fait rage entre l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle, terroriste, menée par la princesse autoproclamée Leia Organa. Bien heureusement, celle-ci a été mise en état d'arrestation par les troupes de choc de l'Empereur, menées par le sage et magnanime général Vador. La princesse forcenée a volé et dissimulé les plans de l'Étoile Noire, une station spatiale impériale à l'intérêt scientifique inestimable, à l'intérieur de son droïde esclave R2-D2, avec pour mission de le remettre à Obi-Wan, oui c'est ça, un ermite farfelu. Accompagné de son fidèle compagnon, le droïde de protocole CZ-PZ. R2-D2 s'échoue sur la planète Tatooine et termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Un jeune délinquant rêvant de devenir pilote, mais confiné aux travaux de la ferme. Ce dernier se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan au cœur des montagnes désertiques de Tatooine. Alors, Star Wars, c'est avant toute chose un univers cohérent, presque tangible, peuplé de personnages hauts en couleur. À commencer par le personnage de Vador, hein, on l'appelle comme ça, hein, pour les intimes. En fait, on prend un malin plaisir à suivre le parcours atypique de cet être hors norme. Son ascension au cours du film est une véritable histoire dans l'histoire, en fait. De petits banquiers d'affaires sans histoire, à bras droit de l'empereur pour devenir le dernier rempart de la galaxie contre le terrorisme,
Ce que je retiens de lui, c'est vraiment sa phrase culte, « En marche », tout le monde s'en rappelle, qui quelques années plus tard inspirera le plus grand chef d'État de la Ve République. Autre fait marquant, qui fait de Star Wars épisode 4 un film culte, c'est le concept de chevalier Jedi. Je pense que tous les enfants ont tous voulu être un chevalier Jedi. Alors c'est George Lucas qui a imaginé cet ordre futuriste, proche des Yakuza, maniant une sorte d'épée en néon coloré, clairement inspiré des Yamakasi, les samouraïs des temps modernes, je le rappelle, et de l'art ancestral du bâton français. Et oui, le bâton français. J'étais à la fois surpris et heureux de voir ce petit bout de chez nous inspirer le grand Hollywood. Cocorico, vraiment, on peut le dire. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le bâton français est un art martial inventé en France et en fait ça consiste en un ensemble d'acrobaties exécutées de manière erratique à l'aide d'un objet de type bout de bois dans le but d'effrayer tout ennemi éventuel. Alors le bâton français fut très répandu durant la Seconde Guerre mondiale et fut très utile pour repousser les nazis par exemple. Ce qui surprend aussi, c'est l'omniprésence des méchants dans le film. Ils semblent même bénéficier de plus de temps d'écran que Vador, qui est quand même le héros. Bah ouais. C'est quand même assez burné, je trouve. Alors Obi-Wan, le papy pervers amateur de jeunes délinquants, Luke Skywalker, le millénial ingrat qui abandonne sa famille et se fiche royalement de leur mort, spoiler, désolé, Leia, la gourou terroriste, et Han Solo, une sorte de mix entre un chauffeur Uber et un assassin à louer. C'est vraiment un tableau assez particulier. Et donc, ces personnages-là sont vraiment omniprésents dans le film. Et puis, je terminerai par souligner l'importance de l'œuvre, même, je dirais, l'œuvre colossale derrière Star Wars. Un véritable exemple en termes de transmédia, qui compte aujourd'hui pas moins de presque environ 1 500 000 films, séries, jeux vidéo, livres, BD, livres pour enfants et même story Insta. Et donc voilà pourquoi Star Wars pour moi est vraiment l'œuvre de science-fiction par excellence. Ah, par excellence. Donc finalement, tu avais l'air de proposer une description assez mitigée, mais finalement, ça reste pour toi une œuvre culturelle fondatrice dans la science-fiction. Bien sûr, elle a ses défauts, évidemment, mais ça reste fondateur. Et puis, toutes les séries que ça a engendré, tous les cosplays de Jabba le Pizza Hut que tout le monde met régulièrement, qui a même créé une chaîne de restaurants derrière. Voilà, c'était le perso le plus drôle. Oui, il était vraiment très marrant. Ouais. C'est le premier film ode à la Thug Life, un peu, quelque part. Ouais, oui, c'est un peu la Thug Life. Parce que. Enfin, on peut spoiler, de toute façon. Oui, on peut spoiler, je pense. Les méchants, ils gagnent. Bah ouais. Les méchants gagnent. Continuellement. Ouais. Tout le temps. En répétant systématiquement les mêmes erreurs, pourtant. Mais c'est dire que les héros sont vraiment nuls. Hein, parce qu'à chaque fois, leur station scientifique... c'est une station scientifique, du coup, leur truc ? Oui, alors c'est une station scientifique. Alors, en fait, c'est comme un pointeur laser. Ouais. Pour pointer, en fait, des zones, quoi. Des zones. D'accord. Et en fait, mais en très grand. Pour pointer des grosses zones, du coup. C'est un but météorologique, à la base. Le but, c'est quand même de déterminer un tout petit peu la météo sur les planètes visées. C'est ça, j'ai l'impression qu'en fait, ce que George Lucas a voulu nous montrer, c'est qu'il y avait un ordre qui se battait justement contre le réchauffement climatique. C'est ça. Toutes ces problématiques qui sont importantes, et qu'on avait les citoyens, le peuple, qui se battait finalement contre ça. Donc c'est vraiment un point de vue assez particulier. Hein. Ah, donc c'était écolo, je l'avais pas eu comme ça. Ce côté fable écolo, je l'ai pas eu comme ça. 1970, George Lucas était précurseur de ces problèmes d'écologie. Ah, à la lumière d'aujourd'hui, du coup, ça commence à faire un peu sens. D'ailleurs, aucun X-Wing n'utilise d'énergie fossile, le savez-vous ? Ah bon ? Ah ça, tu vois, je le savais pas. Et alors, attends, t'as oublié un perso que j'adore qui est Yoda. Du coup, il fait quoi dans cette Yoda, histoire, tu parles du chorégraphe ? Oui. Oui, en fait, c'est un peu celui que j'ai le moins aimé. Ouais. Parce que, après, moi, je suis peut-être un puriste de la science-fiction, mais je comprends pas bien l'intérêt de la danse dans le film. Les comédies musicales, ok. Mais c'est vrai que le mélange, c'est un peu ça qui m'a un peu gêné. Si je devais mettre un... C'est ça que j'en ai pas beaucoup parlé. Très bien. Et t'as vu que l'épisode 4 ? Alors, l'épisode... Non, je les ai tous vus hier après-midi. Donc, t'as vu les 8 épisodes en après-midi ? Oui, en x2. Ah, bah oui, c'est vrai. Oui. Oui, je pose des questions comme des podcasts. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu penses de l'évolution, en fait, de la filmographie ? Parce que, tu vois,
avec ce premier film en 1977. Mhm. Donc tu vois un peu les enjeux ou les idéologies qu'avait George Lucas. Donc par rapport au suivant et au dernier notamment, qu'est-ce que t'en penses ? Je dirais qu'on sent un George Lucas de plus en plus désabusé par la cause qu'il défend. De plus en plus de victoires des méchants, de plus en plus d'humiliation vécue par le gouvernement, par l'Empire. Et j'ai l'impression qu'en plus, à partir du moment où c'est passé sous pavillon de Nickelodeon... Toute la licence, tu veux dire ? Ouais, quand la licence est passée sous le pavillon de Nickelodeon, là c'est devenu vraiment mercantile. Et ouais, donc l'évolution pour moi... Pareil, je parle en tant que puriste vraiment de Star Wars. C'est vrai que le moment où ils ont voulu intégrer les X-Men sur les dernières sagas, là, c'est vrai que j'étais un peu perdu, quoi. C'est de la faute de Disney, ça. Ouais, ça c'est la souris, quoi. Et autre question, parce que tu parles vachement des sabres de lumière, là, un peu des bâtons samouraï. Des bâtons de néon, ouais. Ouais, des bâtons de néon. Mais tu sais, il y a un autre pouvoir, là, qui utilise... Pourtant, il est assez important. Il y a un truc que tu vois pas, mais qui utilise vachement aussi dans les Jedi. Ah oui, la fameuse... oui. La puissance. C'est la puissance, ouais. Ouais. Même 9-2, c'est la puissance. Ouais. Ça sert à quoi pour toi, du coup ? Pour moi, la puissance, c'est plus qu'un pouvoir, c'est un état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que la puissance, c'est je dirais, la confiance en soi. Et je trouve que Vador n'en manque pas, hein, il en fait usage, il utilise le côté sympa de la puissance, il me semble, c'est le côté sympathique de la puissance, et le côté antipathique de la puissance, c'est ce côté justement qui veut imposer des choses, imposer une vision et tout, et donc au-delà même de ce que peut apporter en termes de pouvoir, la puissance, c'est vraiment l'attitude des personnages que ça Il fait un peu nouveau riche Vader, hein, quand même, quelque part. Il le dit lui-même, sa mort, de toute façon. Il a un empire. C'est un mec qui a gravi les échelons, il a commencé banquier d'affaires, tu sais très bien où ça termine, quoi. C'est vrai. C'est un mec qui a jamais connu la difficulté. Tu sais, c'est comme dans la vraie vie, tu vois, souvent les méchants ou les personnes qui sont... ils ont souvent confiance en eux, en fait, les méchants. Alors que les gentils, ils sont gentils, donc du coup, ils devraient avoir, plus de place... C'est ça. Mais moi, je pense sauf que là, Vador, qui est le gentil, du coup, lui, il va grimper. Grâce à la puissance. Ah. Mais ce qui va faire qu'il échoue continuellement face à l'ennemi, c'est qu'il va découvrir, alors ça aussi c'est un spoiler, que Luke Skywalker, en fait c'est son cousin. Non. Et donc il est très famille. Et donc affronter son cousin, je pense que c'est là où sa puissance sympa ne lui permet pas finalement d'aller au bout en fait de son combat contre son sang finalement. Mais ça a dû tellement lui faire mal quand son cousin s'est coupé le bras en voulant changer un néon. Mais c'est horrible, c'est horrible. La scène était vachement gore, hein, pour un film tout public. Ouais, on le voit, il pleure. Ouais, j'avoue, à la fin, c'était pas Jojo. Ah, pas Jojo. Mais du coup, sachant que Star Wars, le 9e épisode va sortir au mois de décembre, le 18 décembre plus exactement, tu conseillerais aux gens qui ne l'auraient pas vu de se refaire un peu toute la saga Oui, je conseillerais. Alors, il y a un ordre particulier. Ah oui, c'est ça. Ouais. Quel est ton... On commence d'abord par le 4, puis le 2, puis le 3, puis le 1. 4, puis le 3, 1. Puis le 7. 4, 2, 3, 1, 7. Puis le 6, puis le 9. 6, 9, et le 8, d'accord. Et le 8, je sais pas. Et le 5. Le 5, c'est un spin-off avec les ah oui. Donc, oui, de toute façon, c'est des spin-offs où les gentils gagnent. Oui, voilà, donc ça, c'est pas très intéressant. Franchement, c'est pas clair. Il faudrait demander à Fibre ou un des mecs de Trajectoire s'il y a une suite logique, peut-être de Fibonacci. C'est complètement logique, la suite qu'il a donnée. Hein. C'est si tu veux vraiment suivre le truc en tant que puriste. C'est le fameux 4, 2, 3, 1, quoi. Moi, je vous le dis tout de suite, s'il n'y a pas Captain America dans le 9, je n'irai pas voir ce film. À voir. Nickelodeon, justement, ils ont racheté les droits de DC Comics, donc c'est possible qu'on puisse avoir un Captain America qui apparaîtrait dans un Star Wars. Parce que les univers sont connectés. Oh, ça irait trop loin. Ça irait un peu loin. Ça irait un peu loin. Je trouve que c'est bien tel que c'est Star Wars, tu vois. Il faudrait éviter de refaire un Ready Player One 2. Tu vois. Non. Ah non. Ah, ouais. Avec toutes les licences qui se croisent et tout. Ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très bien. Franchement, ravi, ça me donnerait presque envie de le revoir. Vu comme ça, ouais. Je redécouvre l'œuvre. Surtout dans cet ordre-là. Sous un spectre différent. Surtout dans cet ordre-là. Très bien. Alors, on va clôturer cette chronique-là avec le Reco Quiz.
Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Descendez les verres pendant que tu me tournais le dos. Je suis... Comment ça Ne sais pas tendre la cuillère, Say my name. car c'est impossible. Pikachu. La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie. Alors si vous le saviez pas, le Rocco Quiz c'est un peu une petite respiration qu'on se donne à l'équipe et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour séquencer les chroniques. Donc nous avons commencé avec une chronique film, donc ça sera un Rocco Quiz sur des films. Alors je vais vous faire deviner 3 films, chers chroniqueurs, et vous gagnerez des points si vous le découvrez Aïe. Vas-y. en premier. Ok. Donc, premier film, je le décris. C'est une description de C'est Fou sur le Discord. Un docu cache-investigation sur la fabrication et la distribution du Tropicana. Un film. Un film. Quel est ce film? Blood Diamond. Non. Ouh, merde. Un film. Good Night and Good Luck. Non. Ah, ça ressemble. Attends, c'est sur un truc de trafic. C'est pas le truc de Soderbergh? Trafic, non? Justement. Trafic. Alors, je sais pas, je n'ai pas vu ce film, donc je ne pourrais pas vous plus vous aiguiller. Mais sachez que je pense que si vous écoutez bien la description, il est assez premier degré. Je pense qu'il y a des éléments qui peuvent vous donner des indices. Bowling for Columbine. Non, je vais vous répéter, un docu cache-investigation sur la fabrication et la distribution du Tropicana. Tropic Thunder. Non. Tonnerre sous les tropiques, non? Non. Bon, ça avait... Comment tu peux débiter autant de trucs? Enfin, absolument pas de quoi ça peut s'agir, c'est pas Attends, possible. un doc. Moi, Rambo 2. Non, pas du tout. Alors, l'indice que je peux vous donner pour le Ouais. découvrir, il faudrait se concentrer sur le terme Tropicana. Qu'est-ce que ça vous évoque, le Le Tropicana? jus. Le jus. Un kebab. Le jus, mais de quelle couleur? Orange. Orange. Orange et du black. Non. C'est Orange mécanique. c'est Oui, Orange c'est mécanique. Orange mécanique. Ah, bien mais oui, joué. mais en plus, oui, le Tropicana, on aurait dû. Orange mécanique, bien sûr. Très grand classique. Mais oui. Sur les usines et tout. Ah ouais, c'est glaçant. Super Donc, chaud. Kubrick, Glacé, encore une fois, glacé. très beau regard sur le capitalisme. Très bien. Donc, Lame, tu as 1 point. Ah, il va être Déjà. imbattable. Ouais, je le sens. Le deuxième film, qui est proposé par Poki. Il me le décrit ainsi. Aux USA, un pêcheur de crevettes essaye de lutter contre la déforestation. Forrest Gump. Oui, c'est Forrest Oui, avec Gump. Booba Gump. Oh là là. Magnifique. Grand drame aussi de Ken Loach. Je suis étonné de mon point. Je m'arrête là, je pars. Au revoir, lâches merci le micro d'avoir et tu t'en écouté ce vas. podcast. Très bien. Ensuite, le troisième film est proposé par, et décrit plutôt par Clayton. C'est plein de mecs qui transportent difficilement un truc alors que c'est faisable a priori. Sur les Et à anneaux. la fin, une meuf déguisée en mec tue le méchant. Ah, Game of Thrones. Non, Fury Road, Non. Mad Max. C'était quoi ta première proposition, Samora? Sur les anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux. Oh, bien Ah, joué. là, 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 Oui, bien bah joué. oui, oui. Attends, à la fin, c'est meuf déguisée qui tue le méchant. Bah oui, oui. Oui. Bah oui, c'est une Mais meuf qui est la meuf déguisée. déguisée? Attends, je me rappelle plus. Je sais plus. Gandalf. Gandalf, Ah. c'était Gandalf la meuf. Bien ouais, bien ouais. Un point chacun du coup. Mais oui. Donc, 1 point chacun, c'est que ça commence très bien. C'est que du coup, vous allez encore pouvoir enfin, vous serez de bons concurrents, à mon avis. Ça va être très bien. Très bien, Sam, très bien. Oui, très bien. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième chronique, qui est celle de l'âme. Du jamais vu. Je suis ravi de faire ce premier vrai épisode de Du Jamais Vu. Et ça me permet en fait d'explorer des grands classiques et de me refaire une culture. Donc finalement, c'est plutôt utile. Donc pour le pilote, j'avais fait PNL. Là, on va changer complètement de registre. Enfin, parce que je vais aller parler de Proust ce coup-ci. Mais voilà, on est un peu dans la même thématique avec Samora, puisque je vais te parler de son livre le plus connu, À la recherche du temps perdu. Et comme je suis un fan de science-fiction, eh ben, j'avais jamais lu cette œuvre fondatrice du genre. Juste avant de vous parler du livre, qu'est-ce qui se passe, Samora? Tout va bien. Juste avant de vous parler de ce livre, je vous raconte un peu le contexte. Alors ça va rendre la chronique un peu plus longue, mais pour comprendre pourquoi Marcel Proust en fait a écrit À la recherche du temps perdu. À la base, donc, on le sait tous, hein, Proust c'était un écrivain un peu de second rang qui vivotait un peu entre des romans de gare, des vaudevilles et puis des petits écrits pour d'autres auteurs. On se rappellera que du côté de chez Swann, par exemple, c'était un roman qui était un peu anonyme avant que Proust explose avec À la recherche du temps perdu. Alors, en fait, il aura fallu une rivalité en fait pour tout déclencher, pour déclencher ce livre. À l'époque, la star des librairies et des dîners parisiens, c'est pas Proust, c'est évidemment Jules Verne. 20 milieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre, vous vous rappelez tous, Le Tour du monde en 80 jours, des hits et encore des hits. C'est un peu comme si c'était Michael Crichton et Dan Brown de l'époque en combiné.
Et c'était le premier un peu à superposer des théories scientifiques et les mystiques du passé. Il s'avère que donc, les deux auteurs, Proust et Jules Verne, se croisent souvent par leurs origines communes, la Reims Connection, ils viennent tous les deux de la ville de Reims, mais aussi leur lieu privilégié, et donc évidemment le Café de Flore, qui était the place to be, là où tous les gratteurs un peu de la place ils se donnaient rendez-vous pour pavaner ou pour trouver du job et des commandes. Il faut rappeler que la géopolitique du lieu, quand même, du Café de Flore, qui va grandement influencer le livre dont nous parlons. Verne fait partie, lui, des pavaneurs, il est du côté des winners avec ses ventes par milliers, et Proust, lui, fait partie un peu des galériens, de ceux qui viennent gratter, de ceux qui même vont faire un peu jouer de leur charme auprès des vieilles rombières au comptoir pour boire un peu à l'œil, car oui, Proust, quand même, il faut pas oublier qu'il suinte un petit peu le swag. Alors, il est aimé des clientes, mais il est aussi respecté des confrères. C'est une énigme pour tous, comment ce jeune auteur très très érudit et très délicat, il ne perce toujours pas en fait, on ne comprend pas. Ces livres originaux comme ces livres de commande, en fait, ils trahissent un style aérien, une mélancolie surtout qui reste en bouche. Tout le monde aimerait que Proust explose et surtout que Verne implose, parce que Verne, on le déteste un peu. Verne, c'est un peu le populaire crasse, vous voyez le genre. Alors au fil des mois, t'as un peu un défi qui ne dit pas son nom, qui va un peu monter dans les couloirs du Flore, entre les tables du Flore. Ce défi, en fait, il va être résumé dans une phrase célèbre que l'ami de Proust, Guy de Maupassant, va lui dire. Marcel, lance-toi en la fiction scientifique, étreins Jules par son propre jeu et balaye-le en son royaume. Nu, mais armé de ton talent. Voilà, ces fameux mots de Maupassant sont un peu l'écho de toute la scène littéraire d'alors. Proust versus Verne, octogone sans règle. Alors à un moment, à bout de nerfs, mais surtout un peu à bout de moyens et de budget, Proust se lance, mais à sa manière. Il va faire de la science-fiction, mais avec la délicatesse et surtout la mélancolie qui le caractérise. À La recherche du temps perdu n'est donc pas vraiment une aventure un peu spectaculaire hollywoodienne comme on pourrait l'imaginer, mais c'est plutôt une introspection, une révélation vertigineuse qui restera longtemps en huis clos dans le cerveau du personnage principal, Monsieur Swann. Dans la vie, il n'y a pas de coïncidence. Alors, on est parti, je vais vous raconter À la recherche du temps perdu. Monsieur Swann, donc, c'est un gentilhomme brillant mais torturé, toute ressemblance avec un auteur réel étant fortuite. Torturé car il semble en fait perdre la mémoire. Principalement, évidemment, les souvenirs du passé. Sur des éléments anodins comme des éléments cruciaux. Le premier baiser, l'odeur du bain, l'odeur des blés, le craquement du cou paternel lorsqu'il se prélasse en rentrant des champs, le stress des occupants allemands cherchant la cache familiale. Swann, il semblait un peu se rappeler, mais il sent aussi son passé se déliter à vue d'œil. Ses proches le rassurent. C'est normal, on ne peut pas tout retenir. Plus on vieillit, plus on accumule. On doit jeter des souvenirs, etc. Des poncifs du genre qui ne convainquent pas notre héros. Au bord de la dépression, le jeune homme entreprend donc une sorte de gymnastique mentale violente qui frise un peu le crossfit du cerveau. Journaux intimes quotidiens écrits et mémorisés par cœur, technique de mathématicien pour améliorer sa mémoire, tout est entrepris par Swann pour ne pas laisser ce temps s'échapper, ne pas perdre ce temps. Jusqu'à ce point du roman, on est à peu près dans les 200 premières pages, on reste dans du Proust presque typique, avec un petit style enlevé, un drame qui reste confiné à l'échelle humaine, qui ne font pas trop de bruit, et toujours cette petite mélancolie un peu intime, mais cette mélancolie qui va faire basculer le roman. À force de pousser les murs de sa mémoire, Swann va glisser dans la fuite en avant, un peu la folie, et commencer même à se droguer, puis à expérimenter des techniques scientifiques sur lui-même, dont les fameuses décharges électriques au cerveau, destinées à ramollir un peu les internés psychiatriques. Là, il va frôler la mort et se retrouve lui-même, en fait, interné. Et c'est évidemment après être interné qu'il va faire la fameuse rencontre avec Elisabeth Beaurepaire, l'étrange infirmière magnifiquement interprétée, on se le rappelle, et surtout magnifiquement incarnée par Emmanuel Béard dans l'adaptation de Maurice Pialat, 1976. Je vous remets les extraits du film pour le plaisir de leur rencontre. Bonjour, monsieur Swann, et bienvenue au centre. Sachez pour introduction que je ressens moult tristesse à vous recevoir, mais pourtant de la joie à vous aider. Madame, je m'en veux partir, et vous le ressentez aussi. Mais niché dans votre regard se trouve une confiance qui me semble en tout point adressée. Suis-je dans le vrai? Ou est-ce la folie nichée en mes propres yeux qui sur ma raison jette le voile de l'espoir? Je vois de la folie en vous, monsieur Swann, mais je ne vois point de voile. Juste la clé de votre émission prochaine. Et au lieu de lui administrer une médication débilitante, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y a, Ken? Tu mets la paix dans le récit. Ça pourrait virer en porno à tout moment. Mais non, on est Très toujours dans ce centre d'internement psychiatrique où notre héros atterrit. Eh bien, cette infirmière va s'occuper de lui, et donc au lieu de venir le voir tous les jours avec des médicaments qui vraiment lui brûleraient le cerveau, elle le dit chaque jour et elle ne dit aucun mot et dépose sur son plateau repas une simple madeleine. Alors, on arrive là à ce qui, à mon sens, un des plus beaux moments, un des exploits, un des monuments de la littérature française, la description de ces madeleines quotidiennes apportées par Elisabeth Beaurepaire. 10 chapitres entiers, une folie à l'époque, un monument aujourd'hui. 10 chapitres à tourner autour de ce gâteau anodin qui, petit à petit, qu'est-ce qu'il y a Samora se rappelle, sa Madeleine de Proust à lui, qui petit à petit va se révéler et un peu tout révéler. Entre ennui et isolation, en fait, Swann va commencer à faire une fixette sur sa Madeleine du jour, la sentir, la déguster, l'analyser. Des années d'obsession. Et puis un jour, c'est le déclic. Grignotant de manière chirurgicale sa énième Madeleine, Swann entre en transe. Monsieur Swann rentre en transe. Les yeux révulsés, en fait, il plonge en arrière, il se rappelle de tout. De chaque infime différence entre ses madeleines cuisinées à la chaîne, puis de sa vie d'avant l'accident, avant l'internement, puis de son enfance, puis d'une vérité folle. Il ressent ce qu'il appelle la mémoire absolue, une sensation, un pouvoir qu'il possédait, que chaque être humain possédait. Et oui, on se rappelait d'absolument tout avant, mais ce don était une malédiction. Pas le temps d'en apprendre plus et de se remémorer plus, Swann est soudain réveillé par Beaurepaire. Ils ne sont plus dans sa cellule, mais dans un carrosse fuyant Paris en pleine nuit. Beaurepaire lui apprend qu'il a passé l'examen. Elle lui apprend qu'elle possède le même don et la même volonté que lui, et qu'ils ne sont pas seuls. Ils foncent toute la nuit jusqu'à Chartres, et de là, elle le mène jusqu'à un château, modeste mais tenu, et elle le mène surtout à l'ordre du temps perdu. Une confrérie d'élus connaissant la vérité. Tous savent que l'humanité est née avec la mémoire absolue. Tous se rappellent cette sensation de mémoire infinie lorsqu'ils étaient bébés ou jeunes bambins, et tous se souviennent aussi du moment précis, vraiment très précis, où ils ont perdu cette mémoire absolue. C'était une opération, c'était un vaccin. Un vaccin administré par les services publics de tous les jeunes enfants de France, sous un couvert de besoins d'hygiène. Le reste, évidemment, pour tous ces gens-là, est devenu flou, car la mémoire commençait alors déjà à se déliter. Ça, c'est la faute de la vaccination. C'est ici qu'il faut rappeler l'état des connaissances. Je ressors du livre et je remets dans le contexte. Il faut rappeler l'état des connaissances et de la science de l'époque. À l'époque, pour les scientifiques, le temps, c'est une frise qui s'étend constamment, avec un passé fixe, mais qui s'allonge comme ça à l'infini. Et cet allongement infini, il est remis en question par Proust. Pour lui, le temps n'est pas infini, en fait, pour Proust. Pour lui, la mémoire est une énergie, le temps est une énergie, la mémoire est une énergie dont la réserve est partagée par tous et elle est finie. Dès qu'un être crée un souvenir, il dépense de l'énergie. Et dans la grande balance de l'univers, en fait, rien ne se crée ou se perd, tout se transforme. Donc depuis longtemps, l'humanité, en fait, elle avait étiré la mémoire du monde au maximum, et plus aucun souvenir ne se crée purement. C'est un ancien souvenir qui est effacé, puis recyclé pour en accueillir un nouveau. Le vieillissement et la mort des êtres vivants, le cycle énergétique de la mémoire. Les constructions, les écrits qui s'usent, qui s'érodent, qui tombent en ruine, le cycle énergétique de la mémoire. Rien n'est permanent, car il n'y a pas assez de ressources pour que tout soit permanent. Cette mécanique fonctionnait naturellement à l'échelle du monde, dans les livres à la recherche du temps perdu, comme de chaque être, sans que personne n'en soit conscient. On appelait ça l'ordre naturel des choses, le temps qui passe. Bref, le temps ne passait pas en vrai, il recyclait les choses. Mais voilà. Donc, la théorie de Proust, c'est qu'en développant une intelligence anormalement élevée et en débloquant son cerveau avec la conscience et en couchant tout cela par des écrits, l'homme a détraqué cet équilibre en développant une mémoire et des capacités à créer et à maintenir des souvenirs qui ont mis le monde lui-même en danger. Eh oui. Ouais. Ça, tu te souviens du coup un peu de ce passage, c'est le passage un peu scientifique du livre. C'est un peu mindfuck quand même. Donc Monsieur Swann apprendra que des civilisations entières et très avancées ont toutes subitement disparu, écrasées sous le poids de la mémoire excessive parce qu'elles étaient trop avancées justement. Les Incas, les Égyptiens, l'Atlantide. Les gens devenaient fous, détachés du réel et du moment présent. Alors, les hommes ont décidé de trouver un équilibre et de s'obliger à oublier régulièrement. Et l'ordre du temps perdu fut créé, avec la mission de sauver l'humanité en lui faisant oublier, tout simplement. Avec les avancées de la science, les membres de l'ordre ont mis au point divers produits qu'ils ajoutaient d'abord dans des biscuits qu'aimaient tous les enfants. C'était, vous l'aurez compris, ces fameuses madeleines distribuées à l'école, qui deviendront l'appellation un peu symbolique du produit, la fameuse madeleine.
Avec l'explosion de la science et surtout la hausse de l'hygiène, ils sont passés à la vitesse supérieure en se greffant au programme de vaccination obligatoire pour tous les poupons, bridant ainsi le risque de varicelle, de tétanos, mais aussi donc du coup leur capacité à retenir des souvenirs. Et la société occidentale, première à adopter massivement un peu ce garde-fou créé, a prospéré comme jamais, sans jamais imploser sur son propre passé et ses souvenirs. Ils ont oublié pour perdurer en fait. Très beau symbole encore de la part de Proust. Et les gardiens de cet équilibre, ceux-là, ce sont les membres de l'ordre du Temple perdu qui créent en fait de l'oubli, donc ce fameux produit, la Madeleine, mais aussi ceux qui du coup y échappent puisque en se passant de leur propre Madeleine, eux se rappellent de tout. L'ordre est la mémoire du monde et surtout ils surveillent les quelques élus qui échappent à leur contrôle. Vos centres d'internement ? De par eux, vous agissez ? Nous récoltons, nous observons, nous agissons. De votre cas, nous avons récolté, observé, agi. À ceux qui échappent à notre équilibre, deux choix s'offrent. Nous rejoindre ou rejoindre la mort. Vous n'avez donc point à poser la mort sur ma personne. Nous pouvons toujours le faire. De votre réponse découleront nos actes. Et c'est sur cet ultime acte qu'on sent vraiment la force immense de l'écriture de Proust et surtout sa position par rapport à la science. Devant la promesse d'un destin fabuleux, d'aventures, de cas infinis, sur lesquels se serait jeté un Jules Verne, par exemple, un vulgaire Jules Verne, en fait, Proust, il va balayer délicatement toute une promesse de série de livres, et d'une série de livres qui aurait pu durer une vie entière, en fait. Non, pour Proust, en fait, et pour le style de Proust, c'est le bout du chemin. Son héros, en fait, il a découvert la vérité. Il a littéralement retrouvé le temps perdu. Au sens propre comme au sens figuré. Mais c'est là le bout de sa quête. Maintenant, il connaît la vérité. Le flou qui entoure un peu ses souvenirs devient un peu un doux alcool. La nostalgie est une drogue. Il a toujours voulu se battre contre elle, mais au fond, ce qu'il aimait dans la recherche de ce temps perdu, c'était la recherche. C'était devenu sa raison d'être. Si la mémoire est là, complète, disponible et claire face à lui, il a perdu tout but, toute direction. Le voici complet, mais complètement dénué. Alors, avec cette folie niché dans ses yeux, il plonge son regard dans celui d'Elisabeth et prononcera cette phrase légendaire. Je refuse. Mon temps est venu. Que je rejoigne maintenant l'oubli, alors que je me vois entier et plein. Et le livre se termine de manière bien réelle sur une Elisabeth en pleurs, lui administrant une dose concentrée de Madeleine, provoquant chez lui une amnésie totale. Ne pleurez pas, je sais que vous sanglotez. J'en ai mangé 2 là. Physiquement vivant, Monsieur Swann est vierge de tout souvenir. La mort, comme on la considère, au sein de l'ordre du Temple perdu. Voilà, j'ai vraiment versé une énorme larme, comme vous venez de le faire à l'instant en fermant ce livre, et je comprends vraiment comment Marcel Proust n'a pas simplement répondu un peu au challenge de Jules Verne, il l'a dépassé, et au passage il a sublimé pour moi le genre, il a ouvert grand la porte à la fiction psychologique, et rien que pour ça, on se rappellera de lui jusqu'à la fin des temps. Merci Lame. Merci. Merci de nous avoir replongé un peu dans l'œuvre de Marcel Proust, et je tiens à préciser aux chroniqueurs, aux gens autour de moi et aux auditeurs et auditrices que Samora nous a amené des madeleines. Donc je ne sais pas où va aller cette émission, mais s'il y a un problème de mémoire ou Je me sens mal. d'élocution, il faudra se tourner vers Samora. On s'est pas du tout entendu avec Samora, mais effectivement on est en train de manger des À madeleines. mon avis, il s'agit d'un signe. Ouais. Mais moi j'ai grandi pendant des années avec ce fameux genre c'est sa Madeleine de Proust. J'avais jamais trop compris ce que c'était que la Madeleine de Proust. Ouais. Comme quoi c'est plutôt intéressant. Et si tu avais le choix de Swann, qu'est-ce que tu ferais ? Intéressant. Je me suis posé la question parce que, comme tout le monde, en fait, quand tu lis livres et tu te dis, bon, bah, c'est un livre d'aventure, tu vois, la recherche du temps perdu, ils vont partir avec une quête. Et je pensais qu'une fois qu'il allait comprendre qu'en fait, un ordre entier effacer les souvenirs des gens pour maintenir un équilibre, il allait foutre le bordel parce que j'ai plutôt été élevé au film hollywoodien, tu vois. Et ben, en fait, je trouve ça très intéressant qu'en fait, à la fin, il décide de ne pas y aller, et surtout c'est là où tu vois que c'était un homme qui était un peu fou, un peu triste, un peu mélancolique. C'est là la mélancolie de Proust, c'est-à-dire qu'en fait il était juste drogué au challenge de retrouver la mémoire, et une fois qu'il l'avait, en fait il était paumé, quoi. Et là-dessus Proust, il est costaud. Il aurait pu faire un très bon scénariste de JRPG.
Proust, non, ouais. Vu le nombre de persos qui perdent la mémoire, c'est prodigieux. J'avoue que Proust, il aurait pu bosser chez Square Enix, il aurait eu un bon petit CDI. Hein. Ah mais il y a un moment hein, dans ton explication, on aurait pu croire qu'il a joué à Mass Effect. Hein. Je vois pas de... Tiens, faudrait que je critique un jour Mass Effect aussi. Non, mais c'était vachement intéressant parce qu'il a écrit quand même pendant de nombreuses années, hein, si je me trompe pas. Ouais, il a écrit je crois, 1893 à 1912, je crois. Ça lui a pris beaucoup de temps, effectivement, et contrairement à du côté de Chess One, qui a vraiment été écrit d'une traite, mais bon, c'est sûr, il n'était pas fait pour la SF, tu vois. Donc vraiment, à la base, il a dit, ok, je vais changer de style parce que le mien marche pas. C'est aussi cette envie un peu de mettre une bonne tarte à Jules Verne, qui était, on va pas se mentir, Jules Verne c'était vraiment un écrivaillon quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il écrivait mal, et du coup c'est vraiment Dan Brown quoi, le mec. Il écrivait très très mal, il mélangeait 2-3 trucs il t'en vendait des millions dans les gares. Donc je comprends que voilà, mais je pense que pour Proust ça a été aussi une douleur d'écrire ce truc quoi. C'est pour ça qu'il a mis des années à l'écrire. Mais du coup tu parles pas de ce qu'il a fait après, Retour au temps perdu, qui a été un peu un échec. Oui, bah après justement c'est le fameux, il avait voulu arrêter là, et évidemment bah, à la base il l'oblige à faire une trilogie, donc À la recherche du temps perdu, Le retour du temps perdu, évidemment Découverte du temps absolu, mais sur le deuxième tu sens qu'il y est pas quoi, tu sens que ils obligent le héros à retrouver un bout de mémoire, rechercher l'ordre pour essayer vraiment de le détruire dans l'intérieur. C'est pas Proust, ça, tu vois. Ça, c'est vraiment de la commande. Mais du coup, faut les lire dans quel ordre, les bouquins? Oh, c'est pas Star Wars. Là, tu fais... C'est pas dans quel ordre, c'est lesquels. Je pense que t'as le 1, 2. Alors, le 3, on sait qu'il a jamais été vraiment publié parce que l'auteur est mort avant et qu'il voulait pas le faire. Je pense qu'il faut lire que le premier, en fait. Il faut s'arrêter là. Et je trouve que c'est une très belle fin. Et je préfère m'arrêter sur le style de Proust que de lire le deuxième qui a été un succès commercial. Mais qui, franchement, pour moi, c'est un peu une trahison de son esprit. Il a écrit combien de bouquins au tout? Alors attends. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui étaient écrits, enfin qu'il a publié pendant qu'il était en vie en fait, lorsqu'il était en vie, et d'autres qui ont été publiés après par Smartname. Oui, bah, en fait ils ont trouvé beaucoup d'écrits en fait. Il était très torturé. Il avait son style à lui. Lui il voulait juste faire des petits des vaudevilles avec des personnages délicats, ça marchait pas. Donc à un moment, aujourd'hui on retrouve beaucoup de trucs qui ont été pas signés de lui, mais en fait c'est lui qui les avait écrits. Donc officiellement, je crois que c'est 7 livres qu'il a écrits, et officieusement, je crois qu'on en est à quasiment une quarantaine, et je pense qu'on n'a pas fini de découvrir un peu ses archives. Ah la vache. Ouais. Peut-être une question. Ouais, moi, un truc que j'aurais aimé savoir du point de vue d'un spécialiste de Proust. Aujourd'hui, on parle beaucoup des héritiers de Proust, notamment François Descraques, choses comme ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un a vraiment pris la relève de cet auteur? Tu sens Descraques sur Le Visiteur du Futur, il a clairement récupéré les manuscrits plus ou moins officieux de ce 3e volume, ça c'est sûr et certain. Enfin, il continue à s'en cacher, il fait Gad Elmaleh, mais derrière, je veux dire, tu retrouves ligne par ligne des trucs dans Le Visiteur du Futur. Gad Elmaleh vient d'avouer. Hein. Ouais, justement, j'aimerais bien que François Descraques il se mette un peu à avouer pour Le Visiteur du Futur. Enfin. Les héritiers, c'est le mec qui a inventé il a commencé à tordre le concept de temps en fait avec les SF, tu vois. À l'époque, c'était pas trop le cas, tu vois. Et lui, il a commencé à dire OK, en fait, le temps déjà n'est pas une frise linéaire, le temps est une réserve, une quantité un peu d'énergie, c'est un peu un muscle avec un truc limité, c'est un truc qui se partage. Donc il a inspiré énormément, même en science, hein, les gens le disent en fait quand ils ont commencé à penser à la physique quantique, à des choses comme ça, c'est parce qu'en fait ils ont commencé à raisonner sur le fait que le temps n'était pas forcément une ligne, c'était autrement, c'était peut-être une surface, c'était peut-être quelque chose qui se divise. Comme dans Interstellar. Complètement. Donc je pense que les héritiers de Proust, il y en a énormément. Toute la SF en fait doit à Proust d'une certaine manière. En fait, et ça, ce qui est intéressant, c'est un peu, ce que je comprends de ta chronique, c'est qu'il y aurait une réflexion un peu psychologique, philosophique sur la mémoire, le temps, les choses comme ça. Et donc, bon, en tant qu'auteur torturé, donc peut-être que lui, il était pris par ces réflexions-là. Il a dû avoir, je sais pas moi, un peu peur toutes les choses qui... je sais pas comment dire, c'est un peu méta, quoi. C'est un peu une charge contre l'écrit, hein, on va pas se mentir. Hein. Il dit clairement que les progrès technologiques de l'époque, donc surtout tout le monde qui se met à lire, à écrire, à coucher l'histoire, en fait, ça a précipité des civilisations entières qui, à un moment, ne pouvaient plus oublier. Donc, effectivement, c'est un peu méta, parce qu'il est lui-même écrivain, mais il condamne un peu la science là-dessus. Ouais. Alors que maintenant, on aurait peur d'oublier. Ah bah, si Proust était vivant aujourd'hui, je crois qu'il aurait pété un câble. Ouais. Ah bah...
tout est archivé, le mec il est dans le cloud. Donc, je pense que son héros, Monsieur Swan, il serait vraiment très 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 mal aujourd'hui, quoi. Oh la vache, j'aurais hâte en fait de lire le Proust du futur. Le pouce Ah oui, du carrément. futur. Qui puisse nous montrer une autre version de Swan, une autre version de tous les personnages qu'a écrit Proust là. Ça pourrait être Mais intéressant. du coup, ça aurait pas été de Madeleine, peut-être plus un Kit Kat ou ou un Twix, peut-être. Non, un Le mochi. Soylent de Proust. Un petit mochi, tu vois. Ah ouais. Un mochi de Proust. On va goûter ça, hein. Ou un biscuit mou. N'empêche que je vous ai passé des extraits de l'adaptation de Maurice Pialat là. Ouais. On se rappelle que quand on voit notamment Emmanuelle Béard quand elle sert et qu'elle goûte la madeleine, c'était parmi mes premiers émois sexuels personnellement. C'était vraiment Ouais. Emmanuelle, voilà. Avant ses opérations, c'était quand même quelque chose. Et ben après, hein. Très bien, très bien. On va clôturer cette chronique. Lisez-le. Cette discussion-là. Oui, lisez-le et surtout il y a des adaptations. Enfin, il y a le film, il y a aussi des BD. Donc si jamais vous n'êtes pas prêt Disney pour. a racheté les droits aussi, hein, je crois. Ah ouais. Disney a racheté les droits. Encore eux Ouais, il y a un crossover qui se prépare. Voilà, j'espère Ouais. qu'ils bossent bien avec Pixar parce que du coup, je préfère. Ou préfère peut-être leur dans le équipe. prochain Star Wars, on ne sait jamais. C'est vrai que le concept de mémoire, il est en train d'arriver dans l'histoire, dans la timeline de Star Wars, on sait jamais. Hein. Ouais, grave. Sait-on jamais. Passons donc au Reco Quiz. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Les sans élévaires pendant que tu me tournais le dos. Ah, Je suis. comment Ne cata. sais pas tendre la cuillère, Say my name. War never car c'est impossible. Pikachu. La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie. Eh bien, dans ce Reco Quiz, nous allons vous faire découvrir 3 œuvres littéraires. Ah merde. Et oui, alors là, on va Aïe. réviser un peu votre culture. Moi, par Proust. Alors, on va commencer par le premier. Donc, bien évidemment, je n'ai pas pris le nom des personnes qui m'ont proposé ces titres-là, mais ce n'est pas grave, on les remercie. Le premier, je le décris, suivons les aventures d'une jeune influenceuse mode et lifestyle dans ses escapades à Paris, Milan, New York. Carmen Sandiego. Ah ouais, j'allais Non. dire ça. Ah putain. Le diable s'habille en Prada. Non. Ce n'est- Attends, c'est un livre. C'est un livre avant d'être un. Je sais pas. Oh, je... Ça peut être une bande dessinée. Ah, là, je. Non, c'est plutôt un roman écrit. Je pense. Les aventures d'une influenceuse à travers les pays, c'est pas Carmen Sandiego. Non. La biographie d'Enjoy Phoenix. Non plus, non. Dora l'exploratrice. En livre. Ah, il y a- La BD, ça il- compte les BD ou pas? Il y a des adaptations en livre. Hein. Franchement, on pourra rentrer les BD, mais là, ce n'est pas une BD. à mon D'accord, avis. ok. En tout cas, je ne suis pas au courant qu'il y ait une adaptation. Est-ce qu'on pourrait avoir un indice? Oui, c'est le nom d'une marque de fringues. Zara. Ah, Zadig. Oui, Oh là là, Zadig et Voltaire. Oui, Zadig Même de avec Voltaire. l'indice, Zadig. je l'avais pas. C'est vrai que Zadig de Voltaire sur le côté fashion, ouais. Ah, Fashion, bah, Zadig c'est a été. C'était pas la. Elle C'était était- pas le plus laid. Hein. Ah, moi, j'avais lu qu'au Bonheur des Dames, on parlait un peu de l'invention du centre commercial, mais j'avais pas lu qu'il y avait des ouvrages sur les influenceuses. Zadig de Voltaire. On se rappellera toute notre vie du Zadig et Voltaire. Quel livre lisez-vous C'était Frédéric Lefebvre, le Ouais. ministre de Sarkozy, qui avait dit qu'il lisait les Zadig et Voltaire. C'était un très très grand moment. C'est où j'ai eu une coque un jour, Zadig et Voltaire, sur un petit Android. Alors peut-être que c'est l'occasion de dire que Zadig et Voltaire ne sont jamais rencontrés. Hein. Du Oui. coup, ils n'ont jamais. Faudra le dire à Frédéric Lefebvre. J'ose même pas imaginer si tous ces gars-là avaient eu Instagram à l'époque. Ah là là. J'ose pas imaginer si Frédéric Lefebvre avait pas fait du jamais vu surtout. Donc du coup, un point pour Samora. On va Ça fait passer. 2 points là, non? Oui, ça lui fait Ah deux. ouais, Oui, si. il est- Alors un il- point dans cette manche-là, Ok. Devant. mais il avait déjà un point lors du premier Vas-y, quiz. vas-y, on y croit. On y croit. Lorsque tu as découvert Le Seigneur des Anneaux, je te le rappelle, Samora. En effet. Donc la deuxième description. Devant un tableau montrant un très beau jeune homme, le narrateur part dans ses rêves et imagine la vie entière de cet homme. Le portrait? Ah mais non, c'est un livre. Oui, c'est le portrait de Susskind, non? Non. Dorian Gray. Dorian Le Gray, portrait de Dorian Gray. Ouais, non mais. Il a commencé, tu l'as terminé. Donc je sais pas Ouais, si on on split. partage On les split. points. Vous splittez les points. Sans toi, On j'aurais pas split les trouvé. points. Ok, d'accord, très bien. Donnez-moi plus de travail, je ne... Split. Bah, ça C'est fait des demi-points. 1,5, 2,5. Oui, je sais, hein, c'est une blague. Ensuite, le dernier livre de Michel Pastoureau sur le gris, bien sûr. 51 degrés. Oui, Ah oui. Ah, j'aurais pu. un Ah ouais. point pour la... J'aurais pu, bien jouer. J'aimerais bien qu'un jour quelqu'un nous fasse un du jamais vu sur 51 degrés d'ailleurs. Ça serait Oh, ça serait fantastique. une grosse thriller. Ouais. Ah, je sais pas, j'aimerais bien... Oh non, du coup, j'ai des idées, mais je vais les garder pour moi. Une belle histoire dans le monde du sport. C'est... Ouais.
Mais tu me gardes tes pensées sur 50 nuances degrés pour toi. Ouais, c'est ça. Ou sur le monde du design, tu vois, des trucs comme ça. Bah, très bien, en fait, on a un ex-aequo entre Samora et Lame. Et Ken qui reste un peu à la traîne. Ah, en littérature, hein, les gars, je suis zéro. Hein. 50 nuances de gris, putain. Aïe, 50 nuances. Tu aurais dû l'avoir, celui-là. 50 nuances de gris. J'ai la version manga. J'ai eu la version manga. Mais c'est ça, je me demandais, t'es pas un petit féru de littérature pokémonesque Yamete Christian Grey. Je lis avec des images. Très bien, donc on peut clôturer ce Roco Quiz pour passer à la troisième et dernière chronique, celle de Ken, qui va nous présenter une série phare qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps et qui a un peu bouleversé bon nombre de gens. Du jamais vu. C'est absolument incroyable. Je me sens pas spécialement à ma place ici, puisque je suis le seul qui ne vais pas parler de science-fiction, puisque je vais parler de soap. Incroyable mais vrai. Comment réinventer le soap pour les jeunes? Voilà la problématique que s'est donné de résoudre les scénaristes de l'immense série qu'est Game of Thrones. Les Feux de l'amour, évidemment, ne parlent plus aux jeunes. Ce sont des séries bien trop longues qui ne vont pas dans le bout des choses, qui ne font pas les choses de façon assez choquante pour qu'aujourd'hui les gens en parlent. On se souvient, peut-être avez-vous eu vos périodes de chômage terribles où vous étiez devant votre télé à vous demander qui de, Victor ou Jack Ashley allait-elle épouser? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, cette problématique, ils se sont posés et ça a accouché de l'immense série Game of Thrones. Alors, je vais vous présenter un tout petit peu les points communs qu'il va y avoir entre la série Game of Thrones, évidemment, et les Feux de l'amour. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Et on rigole d'avance. Tout est une question de potard. Je sais pas si on peut mettre une petite musique d'ambiance juste pour la musique de Game of Thrones. Vous prenez plusieurs familles qui s'opposent dans les Feux de l'amour, les Newman et les Abbott. Dans Game of Thrones, les Stark et les Lannister. C'est vrai. Même chose, on pose le décor. Vous ajoutez une lutte de pouvoir. Dans les Feux de l'amour, on essaye de piquer l'entreprise de Victor Newman. Dans Game of Thrones, on essaye de devenir roi du Midland. Et vous augmentez toutes les scènes les plus affriolantes. Plus de scènes de sexe, bien entendu. Nous n'avons plus besoin de faire attention à la ménagère. Les gens payent une fortune sur OCS pour regarder la série. Il faut absolument que les scènes se retrouvent sur Pornhub le jour d'après pour que l'on puisse partager les clips au travail afin que ces derniers aient envie de regarder l'épisode suivant. Du sexe dans tous les épisodes, absolument tout. Si vous regardez Game of Thrones, sachez que vous ne serez jamais rassasié. Et il y en aura pour tous les goûts, d'ailleurs. C'est entre hommes, entre femmes, vraiment assez novateur pour tout ce qui est, afin de remplir bien entendu toutes les catégories de Pornhub qui sont nombreuses. Ah oui. Il faut bien le savoir. Des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le soap classique et qui est maintenant possible grâce à ces merveilleux moyens de distribution que l'on a aujourd'hui. Chose très importante que les soaps ont, c'est qu'il faut garder de l'imprévisibilité dans la fin des contrats des acteurs. Dans un soap, personne n'est safe. N'importe qui peut mourir à n'importe quel moment puisque tous les contrats sont précaires. On fait pareil. Dans Game of Thrones, on embauche des gens, même si on leur donne des rôles importants, un contrat de précarité totale qui peut sauter à n'importe quel moment. Même les scénaristes ne savent pas eux-mêmes quand quelqu'un va mourir, si bien que le spectateur sera systématiquement surpris par la mort d'un des protagonistes auquel il s'est attaché. Et c'est ça le génie du soap, et c'est ça qu'a repris Game of Thrones et qui fait la grande puissance de cette série, c'est que nous sommes tout le temps surpris par le scénario. Même les scénaristes sont surpris eux-mêmes parfois. On leur apprend qu'il n'y a plus d'argent pour payer un tel ou un tel. Et hop, coup de gourdin. Et ce dernier meurt dans l'épisode 6 de la saison 4. Formidable. Forcément, dans Les Feux de l'amour, c'est plus à l'épisode 5666
que ce dernier décède, mais évidemment, on n'a pas les moyens de faire autant d'épisodes que dans une série aussi extraordinaire que Les Feux de l'amour. Plus de violence, la violence c'est très important. La chiffre que met Ashley à Tucker dans l'épisode 7651 des Feux de l'amour n'a plus d'impact auprès du public d'aujourd'hui. Non. Il faut maintenant des décapitations, des émasculations, des estrangulations, tout ce qui saigne énormément et qui peut choquer le plus possible le public. Qui dit choquer, dit on en parle, dit les réseaux sociaux en parlent, dit la série fonctionne. Mais les recettes sont plus les mêmes, on a juste un peu exacerbé tout ça. Pour le reste, la formule est encore identique, on enchaîne les querelles et les luttes de pouvoir, sous fond d'un espèce de complot politique. Nous, on met en scène des dialogues sans transition. Alors ça, c'est très 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 classique dans le soap. On passe très rapidement d'une scène à l'autre. Ouais. Dans Game of Thrones, vous allez très rapidement passer d'une scène à l'autre. Vous allez voir, je ne sais pas, Jon qui discute avec son meilleur ami et son meilleur ami déjà. Son meilleur ami de Jon, bien entendu, c'est Brandon, le fameux dresseur de loups très connu. Brandon Snow Stark. Exactement, le dresseur de loups. Et on passe directement à une scène où on prend son bain à l'autre bout du royaume du Midland. Peu importe, après tout, le but de tout ça, c'est de créer évidemment la frustration chez le spectateur. Imaginez, on était en pleine scène fantastique, et là tu cries, mais bon sang, on en a rien à foutre de la meuf avec ses autres dragons, pourquoi on m'a coupé la scène où le nain allait enfin pécho, bordel? Et tu es obligé de regarder, et de regarder, et de regarder, encore et encore, cette série sur 8 saisons, interminables, de 60 minutes, interminables eux aussi, mais ça fonctionne. Petit résumé de l'histoire de Game of Thrones pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. C'est l'histoire de Jon, on en a parlé, un jeune entrepreneur dynamique du Moyen-Âge fantastique qui part élever des loups afin d'abattre les terribles armées du roi du Midland. En parallèle, une jeune femme qu'on appellera Sylvie pour ne pas spoiler, car le spoil est très important dans Game of Thrones. Il ne faut pas trop spoiler les gens, sinon ils ne vont pas avoir spécialement envie de regarder. Eh bien Sylvie, son passe-temps favori à elle, c'est de couver des œufs de dragon pendant 3 saisons et demie. Et une fois ces œufs éclos, elle prend 4 saisons à les élever. Et bon sang, qu'est-ce qu'ils sont difficiles à élever. Ces sales gosses, ils n'obéissent pas. C'est terrible. Et pourtant, elle en a besoin, Sylvie, de ces dragons pour faire la guerre. Elle à aussi. la fin. Tout le monde veut faire la guerre. C'est très important. Il faut s'emparer du royaume. Au milieu de tout ça, évidemment, querelle de pouvoir, je l'ai dit, pour s'emparer du fameux trône de fer qui déterminera le roi du Midland au travers et qui maintiendra évidemment en Van Halen tout le monde sur les 60 interminables minutes que comptent les épisodes. Je l'ai déjà dit, mais c'est long. Game of Thrones, c'est très très long. Et c'est ça le talent de cette série, c'est qu'elle réussit à maintenir l'audience pendant très très longtemps sur des sujets qui sont, ma foi, peut-être pas si intéressant que ça. Je vous laisse juger évidemment si vous avez regardé. Alors je vais vous spoiler un peu quand même. Tout le monde meurt dans cette série. C'est vrai. À la fin de la saison 8, il ne reste absolument plus personne. Si t'en viens, alors bon, vous pouvez muter évidemment ce podcast si vous n'avez pas vu Game of Thrones, car je sais qu'évidemment je vais vous révéler un peu toute la fin toute la fin de truc. Non, mais tout le monde meurt, si tant est bien qu'en fait à la fin il reste l'unique être vivant qui n'est pas très bien vivant quand même, parce qu'il lui arrivait quand même quelques petites bricoles, et seul il s'empare du coup du trône de fer et devient le roi de rien du tout, puisque finalement tout le monde est mort. Grosse morale. C'est exactement ça. Mais par contre, parmi les morts les plus remarquables de la série, on retiendra l'étranglement au bretzel quand même du jeune petit roi blondiné dont j'ai encore oublié le nom. Il y a tellement de noms dans cette série. Ah c'est Jeffrey. C'est Jeffrey. Ouais. Mais bon sang, mais il ressemble tellement au Jeffrey du taf qui est blond lui aussi. C'est fou, c'est incroyable. Et ça se trouve, étranglé. Si ça se trouve, c'était aussi un des emplois précaires de cette série. Il nous l'a pas dit, je n'en sais rien. Ou encore les tombées à cheval ou les autres morts, tout simplement par réseau social. Alors ça, c'est une grande nouveauté de Game of Thrones. Il faut savoir qu'ils ont
instaurer la mort par réseau social. Si dans les réseaux sociaux, le personnage n'était considéré comme pas populaire, il le faisait mourir dans la série. C'est formidable. C'est Black Mirror. On dirait Black Mirror. C'est Black Mirror. Mais c'est encore plus extraordinaire que ça, car les réseaux sociaux peuvent sauver des fins de contrat de certains personnages. Suivant la fin de contrat d'un perso, à un moment, un perso meurt. Voilà, de toute façon, tout le monde meurt. Tu parles de Jon Snow. Je parle de Jon Snow, mais je voulais évidemment pas spoiler ce message incroyable. Les réseaux sociaux ont sauvé Jon Snow, et Jon Snow a récupéré son contrat, certes, toujours aussi précaire pour les fins de saison afin de revenir grâce à la ferveur populaire. C'est aussi une forme d'interactivité très moderne dans le soap aujourd'hui. C'est vraiment le génie de la série qui réside dans sa capacité à capter l'audience et à développer énormément l'intérêt du public sur les plateformes sociales. Game of Thrones a vraiment bien compris cela, et c'est pour ceci que c'est une série que je vous conseille et qui est absolument incroyable. Conclusion, Game of Thrones a totalement réinventé avec génie le soap à grand budget. On regrettera tout de même que toutes ces folies financières n'aient précipité la série vers la fin. Ils ont foutu la max de tout ce qu'il leur restait dans le budget dans la dernière saison. Probablement aussi aidé par le manque de persos encore en vie à la fin de la série. Quelle triste histoire quand même pour cette série Game of Thrones. C'est un coup de gueule quand même pour moi, cette chronique, parce que c'est un succès. Oui. Évidemment, Game of Thrones, mais c'est le succès de la précarité du travail et de la précarité de l'emploi des acteurs qui ne savent même pas eux-mêmes jusqu'à quand sera reconduit leur contrat. Malheureusement, pris dans leur rôle et systématiquement sous le coup d'un abattage médiatique qui pourrait leur coûter tout simplement leur place. Donc c'est un mélange de Real TV un peu en fait avec du soap, parce qu'en réalité le public votait. C'est exactement ça. Il y a un petit côté Real TV dedans dans une série qui est pourtant une pure fiction inventée de toutes pièces. Alors tu dis pure fiction, moi dans la mort de Jeffrey avec le bretzel, je vois une allusion, une sorte de métaphore de Donald Trump. Encore une fois, c'est pour faire réagir les réseaux sociaux. Vous savez que c'est une série moderne. Bien sûr, l'institution de Donald Trump et cette triste histoire du bretzel a probablement incité les scénaristes à s'inspirer. Il faut dire que la série n'est pas très inspirée. À la base, elle se base sur un vieux bouquin qui ne s'est pas beaucoup vendu. Et puis après, ils ont tout simplement écrit la fin d'eux-mêmes en piffant avec ce qu'il leur restait comme acteur. C'est vrai, j'ai jamais fait le parallèle entre Trump et Geoffrey. C'est un peu le petit enfant. Tu le sens pendant toute la saison, c'est l'enfant roi. L'enfant roi casse-pied. Tout le monde veut qu'il meure. Ouais, c'est depuis le début. Et du coup, si tout le monde meurt selon sa popularité sur les réseaux sociaux, comment ça se fait que on peut dire maintenant que Sylvie, c'est Daenerys, elle s'appelle Daenerys, on peut spoiler. Hein. Ouais. Comment ça se fait que Daenerys, elle meurt comme ça, contre toute attente, alors que c'était sûrement le perso le plus populaire sur les réseaux sociaux, Ken? Mais elle n'a jamais réussi à élever ses foutus dragons. Donc, évidemment, à un moment, elle se fait bouffer. C'est logique. Après, c'est comme ça que ça devait être écrit. Et même si elle était populaire, j'ai envie de dire, je ne sais pas exactement, je ne suis pas derrière les scénarios de Game of Thrones, mais je pense sincèrement que son contrat arrivait tout simplement à terme et qu'elle coûtait trop cher. Mais c'est un peu le problème. Quand un perso devient trop populaire sur les réseaux sociaux, il commence à coûter beaucoup trop cher à la production, tu vois. Et à ce moment-là, il y a un choix qui est fait. Soit on écoute les réseaux, on les fait revenir, soit on porte un peu ses couilles et on se dit elle nous coûte trop cher, on la fait disparaître. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect de la production où un acteur peut coûter de plus en plus cher et donc du coup tu te retrouves dans la merde à gérer ta série. C'est comme dans les soaps. Mais ceci dit, sur le scénario là je suis pas d'accord parce que c'est cool d'avoir un personnage féminin aussi populaire sur les réseaux sociaux et qui par exemple n'incarne pas le parfait rôle de la mère de dragon et qui élève parfaitement ses enfants. Elle a le droit. Tu vois, c'est pas une mère parfaite. C'est ça, elle a le droit. C'est vraiment libérateur un peu de trouver des personnages comme ça. Tu trouves pas ? Ouais. Ah, je suis complètement d'accord. Après, je ne dirais pas que ce personnage est une source d'inspiration pour tout le monde, tant ce dernier me semble faire des choix parfois plus que contestables. Comme lesquels ? Mais c'est sur un amour, par exemple, la relation qu'elle a avec son petit frère. Son neveu.
Son neveu, son neveu. Ouais. Oui, son neveu. Tu vois cette relation de Ken avec son neveu. Bah, je dois bien avouer que faire le choix de s'offrir à son neveu juste pour avoir de la nourriture pour dragon durant 2 ou 3 ans, c'est une décision qui était, à mon avis, un tout petit peu contestable. Mais je ne juge pas. Voilà, les scénaristes font ce qu'ils veulent. Je dis juste que c'est pas forcément un exemple à suivre. Et qu'est-ce que tu penses de la famille Lannister, où notamment il y a un frère qui baise sa sœur, il y a un père qui baise la femme de son autre fils. Tout est fait pour choquer dans cette série, tu entends. Donc comme je te dis, tu vas pouvoir cocher toutes les cases que tu veux dans Pornhub, à savoir... Inceste. Voilà, inceste, ma belle-mère, ma belle-sœur, tout y passe. Ah, donc les Lannister, Voilà. ça servait à ça en fait. Les Lannister, ça va ça. Principalement, bah tu regarderas hein, si tu t'intéresses toi-même au réseau Il y en a une pornographique. qui est connue hein, Il y a d'ailleurs. hein. quasiment que les Lannister qui sont dans Ouais, t'avais pas vu celle, genre référencés. Elle tue son mari avec un sanglier et elle part avec son frère. Ah bah oui. Ah bah ouais. Ah bah oui. C'est vrai. Après, c'est vrai que bon, tout le monde aujourd'hui, c'est un peu démocratisé, tout le monde partage du porno comme ça sur les réseaux, bon, on le fait régulièrement. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte que Game of Thrones avait vraiment servi à populariser le truc. Mais C'est vrai que le porno avant Game of Thrones sur internet, c'était pas si Zéro. répandu. Zéro. Bon, c'était plutôt mineur, mais même s'il fallait être majeur, hein, je vous rappelle quand même. Pour aller. Mais ouais, sincèrement, on remarquait des pics d'audience des sites pornographiques juste après un épisode de Game of Thrones. Et tout le monde, toute l'industrie s'en est nourrie. Et je voulais avoir ton avis justement sur ce fameux passage culte de la série, où tu vois donc la fameuse femme qui escorte la reine avec sa cloche qui fait shame, 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 tu vois, un passage culte, Ken, évidemment, de Game of Thrones. Qu'est-ce que t'en avais pensé, toi, du coup, de ce passage? Moi, je me suis endormi. À ce moment, Ah, l'escroc. je dois bien avouer que je me suis endormi. Non, mais. C'est une métaphore parfaite à l'analyse que t'as faite sur les réseaux sociaux, sur le fait que tu sois Ah, populaire c'est con que ou tu te pas. sois endormi à ce moment-là, c'était intéressant comme Mais la passage. vérité, c'est que ça reste un soap. C'est fait pour dormir devant la télé. C'est à ça que servent les soaps. Voilà, vous pensez sincèrement qu'on suit avec attention les histoires de Victor Newman et Jack Abbott? Tout le monde s'en fout. Et c'est à peu près pareil. C'est comme ça que moi, j'ai consommé Game of Thrones. Je regardais ça sur ma pause midi en mangeant mon repas de la cantine et en somnolant devant mon écran tout en scrollant les réseaux sociaux pour me faire spoiler de l'épisode que j'étais en train de voir. Ok, il y a trop d'informations, tu vois, jamais tu regarderais un porno comme ça, tu vois. Mais une question du coup, puisque tu arrives à t'endormir devant Game of Thrones, tu vois. Ouais. La fameuse scène du mariage. Ah, le mariage. T'as dormi Ah, ouais. devant ou pas? Parce Attends, que là, du ouais. coup, je sais Non. pas comment tu fais. Lequel moi- le mariage? Parce que tous les mariages, Ça- mais le pire Oui, des c'est mariages. vrai que tous les mariages ne se valent pas. Sincèrement, malgré la tuerie qui s'est passée, j'ai pleuré. Moi, je pleure à tous les mariages. Je suis T'as pleuré quelqu'un de pour très qui émotif. J'ai pleuré pour la mariée, bien entendu. Notamment pour le sort tragique qui lui arrive, parce que c'est quand même assez terrible de se faire embrocher par une broche à cochon en plein mariage. Mais aussi parce qu'on sentait que son amour était véritable. Mais voilà, fin de contrat oblige, encore une fois. Voilà un personnage qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Et t'as été d'accord quand les auteurs ont commencé à diverger de la vision de l'auteur à partir de la saison 6 ou 7? Ouais, comme je t'ai... Tu préfères leur approche ou celle de George R. R. Martin, du coup? Non, moi je préfère sincèrement l'approche des scénaristes. Sont beaucoup plus libres finalement dans ce qu'ils font. Sur quoi, par exemple? Bah, tout simplement sur le fait de ne pas avoir à garder tel ou tel perso parce qu'on se tient à un texte et parce que le perso est vivant dans le texte. Vous savez, c'est un peu tout le principe du soap. Si on peut pas virer n'importe qui à n'importe quel moment, le soap ne peut pas vraiment exister, tu vois. Et c'est une fois que l'on quitte les lignes du bouquin qu'on peut réellement, à partir de la saison 4, faire ce que l'on veut réellement de cette série. Donc, ça a fait beaucoup de bien de sortir du livre, de sortir des sentiers battus, d'arborer les routes de crête, un tout petit peu, Constamment à sur la crête. série. Voilà, ouais. Bon, dommage qu'ils ont pas retrouvé. Ils se sont un peu trop éloignés du livre à la fin, je trouve. Moi. C'est Ouais, dommage. bah, après, tout le monde meurt, donc forcément. Après, c'était reculé pour mieux sauter. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Voilà. Quel gâchis, quel immense gâchis. Ouais, peut-être qu'ils auraient plus dû imiter ou apprendre de la série mère qui était Les Feux de l'amour. Tu vois, Ouais. finalement, Dans les feux de l'amour, quand un contrat arrive à terme, on n'a aucun scrupule à remplacer un acteur par un autre dans le même rôle.
On s'en fout. Après tout, il y a 15 600 épisodes, donc c'est pas si grave que ça. Tu veux dire un peu comme la montagne dans Un Game of peu, Thrones. exactement, un peu là comme la montagne dans Game of Thrones. On peut penses quoi de la montagne swap. Ouais, la montagne. Le deuxième acteur, notamment, il La était montagne, plus- ça me gagne. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Ah là là. je ne sais quel... C'est quoi d'ailleurs? La montagne, ça vous gagne. C'est la Bretagne. C'est la Bretagne? Ah, Non, mais c'est oui! c'est la montagne, non? Non, c'est la Ah, ok. Bah, la Bretagne. La c'est- Bretagne, la montagne, ça finit pareil, tu sais. Oui, c'est mignon. Comme vous l'avez vu, On y revient. j'ai quand même beaucoup dormi devant cette série. Hein. Ouais, c'est marrant parce que. Moi, Et pourtant, j'étais- tu la recommandes en plus. Ouais, j'étais passionné par cette série, mais toi, c'est vrai que t'as pas mal dormi. Je pense sincèrement que cette série réinvente le soap moderne. Après, je dis c'est quand même un coup de gueule parce que je pense à tous ces acteurs qui ont vu leur contrat se terminer aussi rapidement et sans demander leur reste. Je me demande comment, en tant qu'acteur, d'autant plus que la série populaire, et vous savez, c'est un peu terrible quand une série est populaire et que vous jouez un rôle dans une série populaire comme ça, on vous identifie très rapidement à ce rôle-là, et ensuite, après, plus personne ne veut vous engager, et vous finissez comme Luke Skywalker à devoir faire comédien de doublage ou alcoolique. Ah, c'est triste, ça, ouais. D'ailleurs, je parlerai même pas de la vie des acteurs morts dans la série Game of Thrones aujourd'hui, qui est un drame. Qui meurt dans la vraie vie aussi. Il y a certains meurtres dans la vraie vie, c'est vrai. C'était lequel déjà qui est mort dans la vraie vie? Ouais. Alors là, moi, Kent. je vais me poser une colle. Lequel est mort dans la vraie vie déjà? Dans Game of Lequel est... Thrones? C'est pas la colline. Quoi? Non, mince, comment il s'appelle? Marie Cepalo l'avait interviewé à la PGW Oui, juste avant sa mort. Sean Bean, bien sûr. Sean Bean. Sean Bean. Voilà, bien sûr. Punaise, je l'ai. Ah, et lui, il a été rattrapé par son rôle à la fin. Bah, en fait, non, il fait que mourir tout le temps aussi. Fallait bien que ça colle avec le personnage. C'est clair. Mais ouais. Mais du coup, il est en... Oui, non, c'est vrai. Ça fait comme un carcan, presque. Je t'ai peut-être appris la mort de Sean Bean. Non, je l'ai regardé. Ça... Peut-être que je me suis, tu vois, évanouie quand j'ai découvert le truc et Ouais. j'ai préféré Ah bah, c'est l'oublier. une série qui est sacrément choquante. Hein. Plus c'est choquant, plus on en parle. Ouais. Moi, je me demande d'ailleurs quelle serait la prochaine série qui va remplacer Game of Thrones, parce que ça avait quand même il y a une forte audience, une grosse attente. Je sais pas. Ils ont mis la barre très très haut. Je suis pour un retour au soap plus traditionnel, en espérant eh bien, une adaptation en série courte des Feux de l'amour. Très Voilà. bien. Bah, peut-être parmi les recommandations du Rocco Quiz, tu trouveras la prochaine, enfin plutôt le prochain Les soap feux de opéra paille de l'amour. qui te fera du bien. Ah, Donc- je l'espère. Donc tout de suite, passons au Rocco Quiz. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Descendez les verres pendant que tu me tournais le dos. Je suis... Comment Ne j'attaque? sais pas de temps la cuillère, Say my name. car c'est impossible. Pikachu. La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie. Alors pour prolonger sur le thème du porno, choses comme ça, Ah non, c'est un recours porno? Non. J'ai eu peur. Personne ne voudrait gagner là. il y avait plusieurs descriptions de films que les auditeurs n'avaient jamais vus, qui tournaient autour de ce thème-là, mais là on va commencer avec la proposition de Fibre Tigre, ça vous étonnerait peut-être, qui décrit sa série comme sexisme, costume et big boobs dans les années 60. Mad Men. Ouais, Mad Men, c'est plutôt facile là, je suis je suis déçue Bien que vous les trouviez aussi. Big Boobs, ouais. Ouais. Oui, effectivement. Alors, C'est une thématique. Alors, du coup, le deuxième, 13 choses à savoir sur votre ado, le 8 va vous étonner. Euh, C'est la série Netflix. 13 Reasons Why. Oui, c'est ça. Très bien. Vous l'avez pas vu cette série? Non. Non. Très très Oh. bonne série. Ça serait intéressant d'en parler. En 13 épisodes, sur 13 adolescents différents, Ouais. Franchement, moi j'ai adoré. Donc, qui te disent pourquoi. Voilà. Effectivement, le titre. Oui, bah attendez, c'est Netflix, c'est cohérent. Hein. Je vais pas réinventer le, on va pas réinventer le show. droit au but. 13 Reasons Why, regardez-le, bingez-le. Hein. Voilà, et la 8e, il vous étonnera. Très bien. Donc, on a toujours le même ex-aequo, là. L'âme et Samora. C'est bien. Ah. C'est la dernière ligne Ah, droite, c'est- hein, je vous le rappelle. Ah ouais. Donc, j'hésite entre deux descriptions. On va essayer de trouver celle qui est le moins facile. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mhm. Ok. Alors, c'est proposé par Poki. Un médecin chinois traverse le Royaume-Uni pour soigner des patients en réhabilitant le vieux immobilier urbain. Doctor Who.
Oui. Oh là là Oh là là, c'est fini. Allez, Doctor ça. Who est Le retour en force de Ken. Ouais, ou Doctor Who, Doctor comme Who. John Woo, quoi. Doctor Who, c'est un chinois. Oui, c'est un médecin chinois, bah Tu ouais. sais pourquoi j'ai trouvé? Pourquoi? Parce que je pensais vraiment que c'était un chinois. Bah, tu connais la série Doctor Who, c'est avec David Carradine. Je pensais que c'était avec Jackie Chan. Ah non, mais Jack Chan, c'est le deuxième Doctor Who, parce que tu sais, il y en a plusieurs Ah oui, Doctor c'est vrai Who. qu'il y en a Ils changent les Donc, acteurs. à après, chaque il y fois. a Jet Li et tout. Ah là là. Ah ouais, moi, je suis vraiment le mec très premier degré qui, quand Ouais. on lui parlait de Doctor Who, je répondais vraiment Doctor qui? Et du coup, Doctor Who, il rénove le mobilier urbain, c'est ça? Mais oui. Ah, ok. Ah, avec son non, pas le Tardis, le tardigrade. Il a un Ouais. outil magique là. Oui, C'est oui, le oui. Tardis. Bah, du coup, l'outil magique. Oui, non. peut-être. Le tournevis. Non, là. le Tardis, c'est son vaisseau cabine téléphonique. C'est ça. Mais après, il a un tournevis, ouais. Il a un effectivement. tournevis qui fait tout. Non Ouais. il a un truc genre, Il y a- c'est la clé à laine Ikea. Genre, Le tu tournevis fais tout, supersonique, tout là. avec un Ouais, voilà, c'est ça. Doctor Who, bien connu de gros carton en Asie d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Bah, franchement, Ken, bah, je suis ravie que tu sois revenu en force à la fin, mais bon. Ça on reste compte quand pas même double, ça sur, compte pas double, mais je. Sur un ex-aequo entre Samurai, mais on peut pas rester là-dessus. Donc, Ah, du on coup, peut pas rester là-dessus. on en rajoute une autre. Hein. Ah ouais. Deuxième série, qui est décrite par Anso. Un mec bizarre en armure d'un autre monde qui se déplace en cabine. Ah non, mais non, du coup, il y a un. Ah, c'est Doctor Who. Je l'ai dit. Doctor Whoception. Doctor Whoception. Mais Doctor Who en armure, alors là, je Ah, suis. attendez, non, parce que là, je pense qu'il y a... C'est étrange, donc je vais la finir quand même, la Ouais. description. Un mec bizarre en armure d'un autre monde qui se déplace en cabine téléphonique et qui résout des enquêtes et des mystères. Bah, en cabine téléphonique, c'est Doctor Mais Who. on est d'accord que c'est Doctor Who, mais Non, c'est Iron Attends. Man, non? Attends, il y a une autre réponse ou pas? bah, il y avait normalement Chut, une attends, autre réponse. donne pas la réponse, Attends. Un mec en armure Chelou. qui résout des enquêtes. Sherlock Holmes. En armure. Hercule Poirot? Je vais vérifier en live parce que du coup... il y a- Iron Hercule Poirot? Cyber? S'il vous Hercule plaît. Poirot? Qu'avez-vous voulu nous dire? Qu'avez-vous voulu nous dire, cher Sherlock Holmes mène l'enquête au S'il vous 22e plaît. siècle. Non, mais c'est le Discord, donc tout va trop vite et donc il y a... j'ai l'impression que... En cabine téléphonique, attends. Il y a pas grand. C'est Doctor Who. Ils sont très actifs, on les salue. Harry Potter, bien entendu. peut-être. Parce que du coup, ce que j'avais noté, c'était, je veux le dire, Ouais. Downtown Abbey. Je Mais connais. du coup, je l'ai jamais vu. C'est Dans- une dans Abbey, série. c'est pas sur les abeilles, c'est pas sur- Ouais, c'est le série sur les abeilles. Downton Abbey. Et du coup, ça ne va pas du tout. Dans ton abeille, hein. Ouais, non, ça c'est le documentaire de la BBC. Oui, oui. En 4K. Oui, c'est ça. Et les images sont incroyables. hein. L'attaque des guêpes, je te jure, j'étais pas bien. Très grosse production. Les abeilles de Downton, c'est vraiment une race d'abeilles vraiment très très particulière. Ouais, c'est le ruche, quoi, le Downton, en fait. Non, mais en fait, je viens de me rendre compte que sur le Discord, en fait, c'est à mourir de rire, c'est que plusieurs personnes ont fait des variantes de la définition de Doctor Who Ah, en proposant d'autres séries comme The Crown ou des choses comme ça. Donc, c'était impossible à trouver. D'accord, ok. Ok. Donc, bah, franchement, bah, bravo. Hein, On reste sur une égalité, écoutez. Restons sur une égalité. Hein. Le Doctor Who. Franchement, Doctor Who. vous avez été admirables, donc vous méritez bien d'être tous les deux sur le podium. Bravo. Tu seras Bravo, sur la bravo. deuxième place. Moi, la deuxième place, ça me va très bien. Eh bien, je suis ravie de cette émission. J'espère que ça vous a plu. On a appris plein de choses. Hein. Ah ouais. Ça a été un exercice difficile. Pour toi? Oui, surtout si t'as dormi devant. Bah ouais, devant Game of Thrones, vouloir quoi. résumer. Ah, franchement, une vouloir série. résumer Game of Thrones, alors je vais être honnête, en ayant quand même dormi devant la moitié de la série, c'était compliqué. Mais on t'a pas mis autant de contraintes, mais t'as choisi de les prendre. Alors du coup, C'est vrai. Non, c'est une très belle chronique. Tu vois, lui, il a pas fait tout Star Wars. Tu vois, il a fait un épisode de Star Wars. T'aurais dû te j'aurais dû, concentrer sur un épisode. J'avoue. Et après, à la 8ème saison, comme il restait plus que 3 persos vivants, je me disais que ça allait aller vite. Et pourtant, 1h30 d'épisode. Un Battle Royale, hein, la classique. Ouais. Tous dans des... tu te rappelles, ils sont Ouais, tous dans les c'est fougères. Le ça. dernier Lannister. Ouais. Ah ouais. Non, mais c'est les animaux, là, il y avait trop d'animaux à la fin. Mais avec des dialogues, c'est ça qui est marrant. Des longs dialogues. C'est fou. Docteur Lou. Bref. vous en avez des choses à dire. Donc j'espère qu'on va vous retrouver très rapidement pour nous chroniquer une prochaine œuvre que vous n'avez jamais vue et que vous aimerez partager avec les auditeurs et les auditrices. Donc du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette émission, qui, je vous le rappelle, est mensuelle. Donc chaque mois, vous allez nous retrouver. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Twitter. Donc c'est le @dequalité, DEQUALITER, qui est très actif. Vous verrez, on a un CM qui travaille, mais Qui d'arrache-pied. est Je même pense qu'il- suractif. Mais qui est Ah oui, il a un rétro-planning où tous les jours il se dit faire un tweet,
sur le compte de qualité. Et bien évidemment, je vous invite à nous soutenir si vous le souhaitez sur notre Patreon, qui va nous permettre en fait de soutenir toutes nos équipes techniques, les gens qui participent, et bien évidemment tout autre projet qui pourrait venir par la suite. On a d'ailleurs un CM du Patreon qui lui aussi est très actif. Le CM du Patreon, je sais pas qui c'est, mais... Oui, avec des petites newsletters, mais du coup, il est au moins aussi actif que le CM du Twitter. Ah ouais, donc il y a 2 CM, c'est vraiment une multinationale. Il y en a 2 dans sa tête, ouais. Ils sont deux dans sa tête. Il y a 2 lignes éditoriales et elles sont fabuleuses, vous le verrez. D'ailleurs, celle sur Du Jamais Vu était excellente, quoi. Grand moment. Faut être sur le Patreon pour le lire. Très bien, merci beaucoup, merci à vous, Merci Lame, Sam. Samora et Merci. Ken. Et à très vite. Ciao.